tous les ans en vacances et c'est un pays qui est formidable avec une vraie culture handball. Donc je suis content de discuter avec vous. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Dinis. On parle d'une carrière qui est très consistante en tant que joueur, et puis tu as enchaîné avec une carrière d'entraîneur, et y compris les expériences que tu as eues en tant qu'entraîneur. Tu étais à l'Espérance en 2015. Comment était ton expérience en Tunisie et à l'Espérance? Ouais, c'était magnifique. Il y a un public extraordinaire qui nous soutenait, avec une équipe avec laquelle je pouvais travailler, pouvoir imposer mes idées. On a été champion de Tunisie les 2 années. On a été champion d'Afrique devant la grande équipe de Zamalek. On a fait 2 finales de Champions League, malheureusement, avec des problèmes des joueurs qui n'étaient pas là à certains moments. On était un petit peu amoindris. On a perdu 2 fois en finale. C'est dommage. C'est mon grand regret de ne pas avoir gagné cette Champions League. On a fait 2 mondiales des clubs à Doha, où on a fait trembler le grand Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'était une très belle expérience. Exactement, c'était une phase très glorieuse en termes de titres. On parle d'une génération qui était très bien fournie sur tous les postes. On parle de postes de meneurs et de demi-centre où il y avait Kamel Alouine et Abdelhak Ben Salah. Il y avait de très grands joueurs, Tarek Jalouz, vraiment une très belle génération. Aujourd'hui, coach, si on veut évaluer la prestation de la Tunisie en Coupe du Monde, comment vous estimez ou comment vous évaluez la prestation et le rendement des Tunisiens? Alors c'est toujours difficile de pas être dans le groupe pour pouvoir évoluer. Ils ont fait une très bonne préparation, ils étaient quasiment invaincus et je pense que ça leur a créé un petit problème de supériorité connaissant la qualité des joueurs, mais surtout la mentalité des joueurs. Après, ils avaient le match en main contre le Bahreïn, ils ont fait match nul, c'est dommage. Après, ils ont perdu contre la Belgique. Exactement. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais c'est une équipe qui aurait dû faire pas loin des quarts de finale, je pense, des huitièmes, au moins, des huitièmes. Et malheureusement, ça s'est pas passé comme ils ont voulu. Et, exactement. C'est dommage. Mais il y a vraiment un gros potentiel dans cette équipe et c'est dommage qu'ils aient pas été plus loin. Ils ont loupé le coche. Je pense que c'est une équipe qui est en reconstruction, puisque avant il y avait les Banour, les Chouiref, les soucis, voilà, et qu'aujourd'hui il faut reconstruire une équipe, mais qu'on sait que la Tunisie est une terre de handball, même si c'est un petit pays qui a des qualités, qui a beaucoup de choses, et je pense que si on veut vraiment creuser et mettre un peu de moyens, c'est une équipe qui peut arriver facilement à faire les huitièmes ou les quarts de finale de la Coupe du Monde. Exactement. Est-ce que tu me partages l'avis qu'on était vraiment en ascendant psychologique, on était vraiment supérieur aux équipes, aux nations qui étaient avec nous dans le groupe? On parle de Bahreïn et de la Belgique. La Belgique, c'est pas la plus grande nation en Europe en handball. Bien sûr, la Belgique qui vient faire sa première Coupe du Monde, qui a joué son va-tout, et j'ai vu le match, donc je peux en parler. Et c'est dommage, je pense que les Tunisiens ont eu peur de gagner à un certain moment. Mais c'est un match que vous ne devez pas perdre, et au même titre contre le Bahreïn, vous faites match nul, vous faites rattraper sur la fin, c'est pas logique, voilà, et ça manque un peu d'expérience, encore une fois, c'est une équipe en reconstruction, mais c'est une équipe qui devrait aujourd'hui jouer les huitièmes de finale avec les qualités qu'ils ont. Quand on voit un Béchag, on voit le niveau de jeu affiché d'Armoul qui performe en Bundesliga. Voilà, je pense que la Tunisie n'est pas à sa place aujourd'hui. Malheureusement, c'est comme ça. Et voilà, ils ont gagné la Champions League avec l'Espérance. Ça m'a fait très plaisir d'ailleurs. D'accord. D'ailleurs, d'ailleurs, je suppose que les supporters de l'Espérance... Il y a un travail de fond à faire. D'ailleurs, je suppose que les supporters de l'Espérance gardent un très bon souvenir sur toi, coach, et sur la prestation de l'équipe quand tu étais le coach et le superviseur de l'équipe. Aujourd'hui, coach, si on veut analyser les raisons de la défaite et de la déception, est-ce qu'on peut citer la raison du fait que les joueurs tunisiens n'optent plus pour les grandes ligues, pour s'expatrier et pour avoir une expérience professionnelle qui est consistante? Auparavant, on avait de très grands joueurs dans la ligue française. Mais maintenant, on n'a que des joueurs que dans les pays de Golfe qui... on peut pas nier que c'est pas des ligues où il y a une compétitivité aussi costaud. Aujourd'hui, vous avez un réservoir en Tunisie qui a existé depuis très longtemps, puisque à un certain moment, la Tunisie, quand elle s'est fait connaître, avec les Hammam, les Gamen, Tej, Wassim Ahlal, Magaez, Jeledine de Toueti. On avait de très grands joueurs dans votre ligue.
De très très grands. Mais vous les avez toujours, sauf que vous le savez pas. Personne s'occupe et dans la formation, est-ce que la fédération met les moyens pour développer réellement ses potentiels et ses joueurs? Voilà, c'est là le problème. Et aujourd'hui, quand vous jouez au haut niveau, hormis l'Espérance qui arrive à jouer contre Zamalek et qui va faire des tournois internationaux, personne ne le fait. Donc en fait, il y a du potentiel dans ce championnat de Tunisie, il y a des potentiels. Puisque moi, j'ai passé 3 ans quasiment, donc je les ai vus, les jeunes, qui aujourd'hui sont des joueurs de l'équipe nationale. Mais sauf que comment on les encadre, qu'est-ce qu'on fait pour faire progresser toute cette génération, qu'est-ce qu'on fait pour avoir des joueurs de haut niveau et pouvoir se confronter au niveau international. Et là est le problème. Quand vous sortez, vous faites 2-3 matchs par saison dans un tournoi où vous avez de l'envie, c'est bien, mais quand il y a la compétition, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a de la pression. C'est un petit peuple qui fait 12 millions d'habitants ou 10 millions d'habitants et qui attend beaucoup de ses joueurs parce que le handball est quand même une part importante du sport tunisien. C'est le deuxième sport populairement. Et les joueurs, s'ils n'ont pas l'habitude de le faire à part juste la Champions League une fois par an, eh ben vous arrivez dans un championnat du monde où la pression, elle vous écrase et je pense que c'est ce qui s'est passé parce que la Tunisie était meilleure que le Bahreïn, était meilleure que la Belgique, mais la pression a peut-être écrasé la performance des joueurs. À un certain moment, la Tunisie avait 4 joueurs à Montpellier, le meilleur club à cette époque en France. On parle d'Aïssam Tej, Haïkel Mgana, Maro Maguez, Ayman Hamed. On avait la période apogée de Montpellier, il y avait 4 joueurs tunisiens. Quand même, c'est trop. Oui, et puis aujourd'hui, il y en a d'autres. Sauf qu'aujourd'hui, il faut se tourner sur la formation et il ne faut pas vivre avec une génération. Donc cette génération a vécu au même titre que la Slovénie, avec des Dolonec, avec des Gaïc, avec des Niko Kadvichnik. Voilà, mais il faut travailler sur le fond. Et aujourd'hui, je pense que la fédération tunisienne n'a peut-être pas les moyens de travailler sur le fond, mais c'est ce qu'il faudrait faire parce qu'il y a un vrai potentiel. Et quand vous voyez certains joueurs, vous vous dites qu'ils pourraient jouer dans les meilleurs clubs européens. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Et quand vous arrivez au niveau international, c'est très, très, très difficile de passer le cap. Exactement. Surtout quand tu vois que les meilleurs joueurs et les meilleurs éléments tunisiens aujourd'hui qui existent dans l'équipe nationale, ils sont des professionnels à Koweït, à Qatar. J'ai fait l'expérience avec le président Sarr faire des tournois en France. C'était pour se confronter à un niveau qui était surélevé pour nous, pour pouvoir jouer et tenir tête à Halali, à Zamalek, parce que c'était nos prétendants pour le titre. Voilà, donc on allait faire des tournois internationaux en France. Parce que ça coûte de l'argent, ok. Mais Dr Sarraï avait tout compris. Monsieur Ben Yedder donnait un peu d'argent pour qu'on puisse faire ces stages. Et là, on allait se confronter à Créteil, on allait se confronter à Chambéry. On a fait le tournoi de Grenoble avec des équipes de première division française. On n'a jamais été ridicule. On a battu Chambéry, on a fait match nul avec Créteil, on a battu des équipes de première division et on était prêt pour le niveau international. Et c'était judicieux. C'est plus le cas. Et ça a apporté parce que vous avez gagné une Champions League, vous avez gagné 2 championnats. Donc c'est la stratégie qui paye, c'est la stratégie qui apporte de la rentabilité. Oui, c'est vrai. On a gagné la Super Coupe d'Afrique. Est-ce que vous voulez qu'on parle que c'est juste parce qu'on prépare une équipe sur un mois que ça va se passer comme ça. C'est tout un acheminement et une stratégie qui doit se porter sur 2-3 ans. Et si on a un petit peu de moyens, et je pense qu'en Tunisie, il y a des personnes qui peuvent donner un petit peu de moyens pour développer le handball, et pour développer ces potentiels de jeunes joueurs qui ont du talent. Voilà. S'ils restent en Tunisie, je suis désolé, au niveau européen, ça ne passera pas. Exactement, en plus de ça. Mais je suppose que, M. Denis, qu'une solution d'une personne qui va contribuer pour améliorer, c'est pas une solution qui est très radicale, c'est pas une solution pertinente. Il faut vraiment opter pour des solutions qui sont plus sur la base et sur le radical, des solutions qui vont vraiment corriger le handball tunisien. Un travail de fond, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est pas juste qu'il y a quelqu'un qui met de l'argent, on achète les meilleurs joueurs et on gagne un titre. Non, c'est un travail de fond. Ça parle de la formation, mais c'est pareil en France. C'est vrai. C'est pas simplement la Tunisie. La Tunisie a un potentiel de joueurs. Par contre, en France, monsieur, je pense que la passation, elle était réalisée avec une grande réussite. Si on parle aujourd'hui de la nouvelle génération de la France, on parle de Ndika même et de Fabregas et de la nouvelle génération. C'est vraiment, on peut remarquer, on peut dire que la France a bien réussi sa passation.
Entre écoutez, ça fait 30 ans que depuis 1992, avec le premier titre à Barcelone de mon équipe, en 1992, aujourd'hui, ça fait 30 ans, on est en 2022, enfin 2023, mais on vient de finir 2022. Écoutez, à chaque année, on a quasiment eu une médaille. Aujourd'hui, l'équipe de France qui va être qualifiée pour les quarts de finale, vous savez, elle a 7 joueurs majeurs qui ne sont pas là. Est-ce que ça se voit ou est-ce que ça se voit pas? Je pense que ça se voit pas. Vous avez un travail en profondeur qui a été fait, et qu'aujourd'hui, s'il vous manque 2, 3, 4, 5 joueurs, bah, ça se voit pas. Et je pense que la Tunisie, sans parler de la France, parce que le pays étant plus petit, il y a moins de talent, on va dire. Mais en termes de modèle, on peut faire la comparaison. En termes de modèle, mais c'est comme ça que vous auriez dû déjà l'épouser depuis 10-15 ans. Et avec le docteur Sarraï, qui avait fait ses études en France et qui était président de l'Espérance à l'époque, il avait tout compris, c'est ce qu'il voulait mettre en place, en ayant fait venir des entraîneurs de formation à l'Espérance pour justement créer quelque chose, une dynamique de formation et alimenter sans faire venir, parce que vous savez très bien que dans le championnat tunisien ou dans le championnat, hormis les coupes d'Europe, vous n'avez pas d'étrangers. Exactement. Quasiment pas. Donc en fait, c'était tout basé sur la formation, sauf qu'on nous a coupé l'herbe sous le pied pour X raisons. Moi, j'en ai fait les frais. Maintenant, si je vous donne mon palmarès, 8 compétitions, 6 finales à l'Espérance, 3 titres, je pense que j'ai subi une action collatérale, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie d'entraîneur. Après, moi, je me plains pas, j'ai passé des très très bons moments. Chaque année, je retourne en Tunisie, j'adore la Tunisie, et peut-être même que je finirai ma vie en Tunisie. Voilà. D'accord. Tennis de Tunis. Une fierté de vous avoir en Tunisie, coach. Tu as beaucoup apporté à l'Espérance. Si on parle au niveau international handball, aujourd'hui, par exemple, c'est la France-Espagne, une grande affiche. On parle de 2 grandes nations qui ont apporté des coupes du monde, qui ont des grands joueurs, des joueurs calibre. Comment tu juges la partie? Quels sont tes pronostics concernant cette partie-là? Alors, bon, il y a deux choses à prendre en ligne de compte. Il y a un France-Espagne ce soir qui devrait être l'un des plus beaux matchs de ces championnats du monde depuis le début. Mais tout le monde dit oui, mais ils sont déjà qualifiés, donc ça va être un match, comme on dit chez nous en France, en bois. Non, mais quand même, ça sera une. Je pense que. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le premier évitera la Suède, qui est un des favoris chez lui pour le titre de champion du monde. Donc celui qui finira premier rencontrera l'Islande et le Portugal, ce qui est plus confortable que de rencontrer la Suède chez elle. Voilà. Évidemment. Donc ça va être un vrai match, je vous garantis. Évidemment. Surtout, on parle de la France. Quels sont les éléments que tu vois, que tu penses qu'ils vont prendre le flambeau de la génération d'autrefois, la génération des experts, quand on parle de Karabatic, Thierry Omeyer, Bertrand Gilles, cette grande équipe. Quels sont les meilleurs éléments que tu penses qu'ils vont être à la hauteur de cette responsabilité et de prendre les relèves? Bon, alors, pour vous dire, l'équipe de France a un bémol, c'est au niveau des gardiens de but par rapport à l'Espagne. C'est vrai. En Espagne, vous avez Corrales et Vargo Pérez Vargas, qui sont deux des meilleurs gardiens de l'Europe. La France, mis à part Vincent Gérard, il n'y a pas de gardien. C'est pas qu'il n'y a pas de gardien, c'est qu'il est un coup il est bon, un coup il n'est pas bon. Voilà. Exactement, c'est pas de bon gardien. Mais il n'est pas assez régulier au niveau international quand on veut parler de finale, de demi-finale. Exactement. Voilà, elle est là la différence. Exactement. Et aujourd'hui, ce soir, sur les équipes défense, attaque, qualité, la France, même s'ils ont beaucoup de blessés avec Desca et puis Koun et puis tous les autres, peu importe, l'équipe de France a un réservoir qui lui permet de lutter à armes égales avec tout le monde. La différence, moi je vous le dis, regardez le match, elle se fera ce soir sur les gardiens de but. Si d'un côté vous avez un gardien qui fait 15 arrêts et de l'autre côté vous avez un gardien qui fait 9 arrêts, et ben l'équipe qui aura 15 arrêts aura gagné. Parce que après les joueurs sont intrinsèquement... Et puis ils se connaissent tous, puisqu'ils jouent tous en Champions League les uns contre les autres. Ils ont tous joué dans le même club. On a 4 Français qui jouent à Barcelone. Vous en avez 3 qui jouent à Kielce les uns contre les autres. Vous avez Corrales qui a joué au PSG. Vous avez avec les Karabatic. Enfin bon, tout le monde se connaît par cœur. Donc je pense que la différence se fera sur les gardiens de but. Voilà. Exactement. Rappelez-moi demain pour vous dire la vérité. D'accord. En fait, c'est le maillon faible de la France. Ce maillon, ça revient à quelle faute? On peut parler d'un manque de formation dans le handball, en général, on parle de 50%. La qualité du gardien fait 50%.
L'autre jour, j'ai regardé France-Islande-Suède, qui n'a rien à voir avec l'équipe de France, j'ai regardé. À la mi-temps, ils sont à match nul, plus un match. Rentre en deuxième mi-temps, Palinka, qui n'avait pas joué en première mi-temps, il rentre en deuxième mi-temps, il fait 12 arrêts. Et il fait 8 arrêts à 6 mètres. Et à la fin, la Suède gagne de 7 buts. Exactement, Et Palinka, un gardien. gardien. L'Islande a mal joué. Non, l'Islande n'a pas mal joué. L'Islande a eu les solutions, mais ils sont tombés sur un gardien qui a mis un mur dans sa cage. Il a fait la différence. Et à partir de là, la Suède s'est détachée, l'Islande a sombré, voilà, tout simplement. Et Exactement. je pense que ce soir, le match France-Espagne sera du même acabit. Les joueurs sont du même niveau, les bancs sont doublés, c'est-à-dire qu'il y a des remplaçants à chaque fois pour les postes. Et aujourd'hui, vous allez avoir la différence qui va se faire sur les gardiens de but. Exactement. Donc tu penses que les équipes, ils ont des chances égales, mais la différence, elle va se faire sur le poste de gardien, plus que c'est le maillon faible de la France. De la France. Allez, on va faire 60% à 40% pour la France. Mais après, la France n'a pas des gardiens. Mais je pense... Qui sont premiers et mauvais, ils veulent faire rentrer le deuxième qui peut vous massacrer. Alors en équipe de France, c'est pas le cas. Voilà, ça peut être la différence. Mais sur le poste des arrières, tu penses pas, coach, que la France, elle a un dessus par rapport à l'Espagne? Si on cite les noms de Melvin Richardson, de dessus. Vous avez Karabatic, vous avez Prandi, vous avez Dikanem, Richardson. Oui. Donc au niveau des arrières. Après, le petit bémol, malheureusement pour nous, c'est qu'on n'a pas Emric Mine qui pourrait suppléer Kantamae au poste de demi-centre, mais on peut faire glisser Karabatic. Enfin, on a des solutions qui sont infinies dans cette équipe. On a une richesse aujourd'hui de l'équipe de France qui a pas d'égal au niveau du monde. Voilà, c'est-à-dire qu'on est la première équipe avec plein de solutions. Est-ce qu'on peut parler d'une continuité des experts? Est-ce qu'ils vont vraiment mériter cet honneur des experts? Je disais tout à l'heure, de 1992 à aujourd'hui, la France, ça fait toujours qualifié, qui est toujours pour les médailles, qui est toujours médaillé, champion du monde, vice-champion du monde, médaillé olympique et tout ça. Et il y a un réservoir aujourd'hui, vous imaginez que nous avons un joueur arrière droit, Dikanem. Le deuxième, c'est Rémi. Le troisième, c'est Richardson. Le quatrième, c'est Valentin Porte. Imaginez un peu le réservoir. Toutes les équipes voudraient en prendre deux pour faire arrière droit, gaucher. Nous, on en a 4 et on est obligé de les faire jouer. Et chaque joueur faisait le bonheur de son équipe. On parle de Melvin Richardson, il était à Montpellier, il était l'un des éléments cruciaux. De même chose pour Dikanem, Kif pour Remeli. Donc tous les joueurs, ils sont des éléments cruciaux et des éléments de très de très haut calibre par rapport à leur équipe. Oui, mais vous prenez le cas de Mathieu Gréby. Hugo Desca n'est pas là, qui est meilleur buteur quasiment de la Champions League. Il n'est pas là. On fait jouer Mathieu Gréby. Mathieu Gréby, vous pouvez le faire défendre en numéro 3, en numéro 2, en défenseur avancé. Ailier gauche. Vous pouvez même le faire jouer arrière gauche si vous avez besoin un petit moment. Vous imaginez la richesse du joueur? Il peut tenir 5 postes. En un joueur, vous avez 5 postes. Sans vous parler de la richesse de Diane Naï, pareil, qui joue à l'aile gauche, mais qui peut défendre en numéro 2, qui peut défendre devant. Vous avez 4 gauchers et qui peuvent remplir 5 ou 6 postes. Mais la richesse est inépuisable dans cette équipe. Et le fait de jouer avec... devrait gagner le titre de champion du monde, vu la répétition des matchs est rapprochée. Maintenant, est-ce que ça va se passer comme ça? Et je vous dis, ce soir, on aura le juge de paix par rapport au gardien de but, parce que je pense que c'est un peu le maillon faible de l'équipe de France. Avec des gauchers dans l'équipe, c'est vraiment très avantageux. Même on a vu Barcelone qui joue avec Richardson et Dikamen sur terrain. Donc on peut les allier les deux sur le champ. Oui, on peut mettre les deux en plus. On peut en mettre un demi-centre. De toute façon, je veux dire, dans le handball moderne, c'est plus comme c'était sectaire il y a 30 ans, ou quand moi j'ai joué. Moi je suis entraîneur, quand j'étais joueur c'était autre chose. Aujourd'hui je suis entraîneur. Je veux dire, vous faites un croisé avec Richardson et vous faites un croisé avec Rémi, peu importe le demi-centre, qui c'est qui va se retrouver en position de tir. À partir du moment où il y a la bonne fixation, vous pouvez donner au pivot, vous pouvez sortir sur l'extérieur pour l'arrière à gauche. Vous aurez un beau décalage. Et demandez à M. Bourami, qui n'a jamais marqué autant de buts que quand j'étais entraîneur de l'expérience. Et pourtant, on avait Marmoudi qui mangeait quelques ballons. Donc, je vais vous dire, demandez à M. Bourami, il était content quand j'étais là parce qu'il avait des décalages.
Voilà. Ok, oui. Pour un ailier, le décalage, c'est vraiment, on peut dire, c'est le jeu le plus judicieux, le plus efficace pour lui parce qu'il aura l'opportunité de marquer plusieurs buts. En plus de ça, je sais pas ce que tu me partages l'avis ou pas, de défendre un gaucher, c'est très difficile pour un défenseur. Le gaucher, Ah ben ouais, bien sûr, bien sûr, ouais. bien sûr. Parce que vous faites une constitution d'une équipe. Vous avez ailier gauche, arrière gauche, demi-centre, arrière droit, pivot et ailier droit. Il y a combien de gauchers? Il y en a deux. Deux. Ouais. Donc forcément, vous êtes obligé d'orienter votre jeu. Et si vous mettez un demi-centre gaucher, imaginez un petit peu le problème que vous allez créer aux joueurs d'en face. Exactement, C'est une exactement. chose que vous n'avez pas, que vous n'avez pas Donc l'habitude de peut-être que c'est rencontrer. la clé de la victoire de la France et peut-être que la France elle aura l'opportunité de gagner cette Coupe du Monde grâce à ce privilège-là, grâce à cet atout. Peut-être, mais je pense que la France va commencer. Si Di Canem joue, Ouais. moi si j'étais entraîneur, je ne ferais pas jouer Di Canem. Mais si Di Canem joue, je mettrais Rémi au centre et comme ça perturberait beaucoup l'Espagne. Mais bon, après, je Ouais. suis pas entraîneur aujourd'hui. D'accord, donc on vous souhaite de la gloire, on vous souhaite que vous gagnez aujourd'hui et aussi ce match et le reste du Coupe du Monde, que de la réussite, coach. Est-ce que vous comptez revenir en Tunisie, vous comptez est-ce que de renouer avec un club tunisien dans une deuxième J'aimerais bien. expérience? Pourquoi pas J'aimerais un bien, retour à l'Espérance? j'adore ce pays, j'adore la mentalité des gens. Je suis ouvert à toute proposition, mais c'est un pays que j'aime. Mhm. C'est des gens que c'est une culture que j'aime, donc pourquoi pas. Je suis ouvert à toute proposition. Et si je pouvais faire vibrer encore une fois Zouaoui ou Rades Mhm. ou Hamamet, Mhm. avec grand plaisir. D'accord. Le plaisir est partagé, coach. Merci beaucoup. Nous étions Et on ravis gagnera des titres. par votre présence, Inch'Allah. Nous étions ravis par votre présence. Inch'Allah. Un C'est grand vrai. honneur. Vous maîtrisez quelques mots en tunisien? Le dialecte, Sartek, mis à part, Inch'Allah. Sartek. Encore? Et encore, après, je suis plus dans le contexte, donc j'ai perdu un peu mon tunisien. Alhamdoulilah, Inch'Allah. Ces mots-là qu'on Ah, utilise chaque jour. oui, oui. D'accord. Alimine, Alissal, Dimatoul. Alimin, Alissar, Dimatoul, oui. Inch'Allah, la France, Dimatoul, Inch'Allah, vous gagnez cette Coupe du Monde-là. Merci beaucoup, coach, on était vraiment très ravis. Merci, très belle soirée. Merci beaucoup à vous, c'était très sympa. Merci beaucoup, merci. Très belle soirée, bye bye. هذا هو كان دينيس لاتو حكينا شويه هاندبول حكينا على الهاندبول انترناسيونال لا فرانس الاسباني لي بوينت فورس نتاعهم حكينا شويه على الهاندبول تونيزيان لا فورماسيون هذه كانت البارتي الثانيه